Aujourd'hui, avec le recul des années, je repense souvent à Marc. Il avait cette façon de dire, avec une assurance immuable, que je n'étais qu'une âme simple, incapable de naviguer seule les complexités du monde. Un jour, en parlant de mes petites économies, il a souri et a déclaré qu'elles ne serviraient à rien, qu'une femme comme moi avait besoin d'être protégée, guidée. Il pensait me connaître, me cerner, me résumer à cette image d'épouse effacée, silencieuse. Mais mon silence, ce n'était pas de la faiblesse. C'était une observation attentive, une écoute profonde des murmures de mon cœur et des failles cachées de notre existence. J'apprenais sans bruit. Il a fallu que tout s'effondre pour que la vérité devienne aussi éclatante que les lumières de Paris un soir d'hiver. Le jour où Marc célébrait sa prétendue liberté, je me suis tenu dehors, le souffle court, le regard perdu dans la tempête qui commençait. J'ai 50 ans aujourd'hui, et pourtant, cette nuit-là, elle me semble à la fois si proche et si lointaine, comme une cicatrice invisible que l'on ne touche qu'en pensée. Le Paris que j'ai quitté ce soir-là n'était pas celui des cartes postales, ni des promesses scintillantes que Marc m'avait faites tant d'années auparavant. C'était un Paris froid, un soir de décembre où les pavés reflétaient la lumière blafarde des réverbères, et où le vent s'engouffrait dans chaque ruelle comme un fantôme insistant. Mon divorce avec Marc était officiel depuis quelques heures seulement, une signature administrative, froide et lointaine, qui aurait dû marquer une fin, mais qui, pour moi, annonçait un tout autre commencement. Je savais où il se trouvait, bien sûr. Les rumeurs volaient vite dans notre cercle, les invitations aussi. Marc célébrait, probablement dans l'un de ces salons luxueux du centre, entouré de ses amis, de ses associés, peut-être même de cette femme. Il levait son verre à ce qu'il appelait sa victoire, à une liberté qu'il avait chèrement achetée, et qu'il pensait totale. Il s'imaginait sans doute que ma solitude serait ma punition, que je resterais là, figé dans la défaite qu'il m'avait si soigneusement sculptée. Mais pendant qu'il riait, ignorant le monde au-delà de sa coupe de champagne, je rangeais mes dernières affaires, celles qui tenaient dans 2 modestes valises et un sac à dos pour Léo, notre fils de 4 ans. Le silence de notre grand appartement parisien était assourdissant, un silence qui avait trop longtemps été mon seul compagnon, ma seule réponse au silence de Marc. J'ai pris Léo, endormi, dans mes bras. Son petit corps chaud contre le mien était mon encre, ma seule vérité dans cette nuit de faux-semblants. La neige commençait à tomber, fine et légère, transformant les rues en un tableau irréel, presque poétique. Chaque flocon était une minuscule étincelle de nouveauté, de pureté, qui se posait sur mes craintes et les recouvrait d'une lueur fragile. Je n'avais pas de plan, pas de destination précise, juste une conviction inébranlable que chaque pas m'éloignait de ce qui avait cessé d'être ma vie. En descendant l'escalier, puis en traversant le grand hall de notre immeuble haussmannien, l'écho de mes bottes sur le marbre semblait vouloir trahir ma discrétion. Mais personne n'était là, personne pour juger, personne pour me retenir. Lorsque la lourde porte en bois a refermé derrière moi le chapitre Marc, j'ai senti un frisson, non pas de froid, mais d'une liberté inattendue. Sans un regard en arrière, sans un regret, j'ai marché dans la nuit parisienne avec Léo serré contre moi, laissant derrière moi l'écho lointain de sa victoire illusoire. Le Paris que nous avons traversé cette nuit-là n'était pas celui de nos premières années, un Paris où chaque coin de rue semblait murmurer une promesse. Marc était si charmant alors, si brillant. Il portait en lui une ambition dévorante, une énergie contagieuse, et je me souviens de l'avoir admiré sans réserve. Il me parlait de ses rêves, de cette vie que nous construirions ensemble, faite de succès, de beauté, d'une aisance qui nous mettrait à l'abri de tout. Il y avait dans ses yeux une étincelle, un feu qui m'avait attiré comme un papillon vers la lumière, me promettant un bonheur sans nuages. Nous nous sommes mariés dans un bel hôtel particulier, nos rires remplissaient l'air comme des clochettes joyeuses, et je croyais fermement en cette nouvelle existence à ses côtés. Notre appartement, près des Champs-Élysées, était splendide. Les hauts plafonds, les moulures délicates, les parquets cirés, tout respirait l'élégance parisienne, cette forme d'art de vivre que Marc maîtrisait à merveille. Nos soirées étaient rythmées par des dîners élégants, des vernissages, des galas où il brillait, me présentant fièrement comme ma femme, Sophie. Il semblait avoir un don pour les relations, pour naviguer dans ce monde de l'élite où les apparences comptent tant. Pendant cette période,
je me sentais enveloppé dans une bulle de perfection, une vie que beaucoup envieraient, une histoire d'amour que je pensais éternelle. J'étais sa partenaire, sa complice, son reflet dans ce miroir aux alouettes qu'il polissait chaque jour. Pourtant, avec le temps, de subtiles fissures commençaient à apparaître, si fines qu'elles auraient pu passer inaperçues pour un œil non averti. Marc avait toujours des idées très précises sur tout. Il choisissait souvent mes vêtements, expliquant que ce bleu te va mieux, ma chérie, ou cette robe sera parfaite pour la soirée de Monsieur Duval. Au début, je prenais cela pour de l'attention, une forme de galanterie. Mais bientôt, cela devint une habitude, puis une attente. Mon emploi du temps social était également dicté par le sien, nos amis étaient souvent les siens, et mes opinions, il les ajustait parfois, gentiment, pour qu'elles s'harmonisent mieux avec la situation ou avec ses propres vues. Je me suis plié à cela sans broncher, pensant que c'était le rôle d'une épouse aimante, de le soutenir, de le compléter. L'arrivée de Léo, notre petit garçon, aurait dû tout changer, tout adoucir. Marc a été un père fier, désireux d'offrir le meilleur à son fils, des jouets les plus chers aux écoles les plus prestigieuses. Mais même cet amour, je le sentais, venait avec ses conditions, ses exigences, et la subtile impression que tout, même le bonheur, devait être sous son contrôle. Ce que je percevais d'abord comme de l'attention, une main ferme guidant notre famille, s'est transformé imperceptiblement en une étreinte de plus en plus serrée, m'isolant petit à petit du reste du monde. Marc avait cette façon douce et persuasive de me faire croire que tout ce qu'il faisait était pour mon bien, ma chérie. Il insistait pour gérer nos finances, pour que tu n'aies pas à te soucier de ces détails compliqués. Rapidement, mon accès à notre argent, même à ma propre carte bancaire, est devenu limité. Chaque dépense devait être justifiée, chaque demande d'argent, même pour le quotidien de Léo, était accompagnée d'un regard interrogateur, d'une remarque sur mon manque de prévoyance. J'ai commencé à me sentir comme une enfant à qui l'on octroie une allocation, et non comme une femme adulte ayant droit à sa propre part de notre patrimoine. L'isolement s'est installé lentement, insidieusement. Mes vieilles amies, celles que j'avais depuis l'adolescence, ils les trouvaient un peu trop simples, pas assez raffinées pour le standing que nous devions maintenir. Mes passions, mes lectures, mes cours d'art floral que j'adorais, ils les jugeaient distrayants, une perte de temps et qui m'empêchait de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'entretien de notre foyer et le paraître social. Mes pensées, mes émotions, quand j'osais les exprimer, étaient souvent balayées d'un revers de main, ils me disaient que j'étais trop sensible, trop naïve, que je dramatisais toujours tout. Peu à peu, ma propre voix s'est éteinte, et j'ai cessé de me confier, de partager, de ressentir. J'ai appris à marcher sur des œufs, à peser chacun de mes mots, à anticiper ses humeurs, pour éviter le reproche, le silence punitif. Et puis, il y a eu le téléphone. Mon lien avec le monde extérieur, ma petite bulle de liberté. Un jour, sans me consulter, il a changé le mot de passe, expliquant que c'était pour notre sécurité, pour éviter le piratage. Je n'ai pas pu le contredire, la peur d'une scène m'a fait taire. Ce petit geste, anodin en apparence, m'a coupé d'un coup de fil à une amie, d'une recherche rapide sur Internet, d'une simple vérification de compte. J'étais prisonnière d'une toile invisible, tissée avec des fils d'amour apparents, de sollicitude feinte, mais dont le véritable motif était le contrôle absolu. Je me suis battu en silence, essayant de plaire davantage, de me conformer à l'image qu'il voulait de moi, me demandant si, après tout, c'était moi qui ne comprenais rien, si c'était moi qui étais défectueuse. C'était une lutte épuisante, une érosion lente de mon être, une perte de soi sous le poids de la domination silencieuse. Au fil des années, l'amour s'est effiloché, remplacé par une distance palpable, une absence qui parlait plus fort que toutes les paroles. Marc était de plus en plus absent, prétextant des clients exigeants, des réunions cruciales à l'autre bout de l'Europe, des urgences professionnelles qui ne finissaient jamais. Il rentrait tard, parfois à l'aube, l'odeur du whisky et d'un parfum inconnu flottant autour de lui, un parfum qu'il tentait de masquer avec son propre. Je n'osais pas demander, je n'osais plus l'affronter. Ses réponses étaient toujours les mêmes, des reproches sur mon manque de compréhension,
des sous-entendus sur le fait que je ne le soutenais pas assez dans sa carrière si exigeante. La maison, notre foyer, est devenu un lieu de passage pour lui, un hôtel de luxe où il venait se reposer entre deux conquêtes, deux rendez-vous. J'ai essayé, si souvent, de recoller les morceaux, de retrouver l'homme que j'avais épousé. Je préparais ses plats préférés, je laissais des petits mots sur son oreiller, j'organisais des dîners intimes. Mais mes efforts étaient vains, balayés par son indifférence, par ses réponses lapidaires, par le vide de son regard quand nos yeux se croisaient. Il me disait que j'étais collante, que je ne le laissais pas respirer, que je ne comprenais rien aux enjeux de son travail. La douleur me rongeait, une douleur sourde, constante, qui s'ajoutait à la solitude. Je me sentais invisible, une ombre dans ma propre vie, une présence transparente qu'il ne voyait plus, ou qu'il refusait de voir. La peur s'est installée, la peur de l'affronter, la peur de la vérité, la peur de la perte totale. Puis vint ce soir de Noël, le dernier que nous aurions passé ensemble, bien que je l'ignorasse encore. Léo était surexcité, les yeux brillants à l'idée de la magie de Noël, des cadeaux, des lumières scintillantes. J'avais tenté de recréer un peu de cette magie pour lui, malgré le gouffre qui s'était creusé entre Marc et moi. Mon cœur portait encore une étincelle d'espoir insensé, l'idée folle que peut-être, pour Noël, il ferait un effort, qu'il reviendrait vers nous, vers cette famille qu'il avait si facilement délaissée. Je me souviens d'avoir habillé Léo chaudement, et de l'avoir emmené voir les illuminations de Paris, près de l'hôtel The Plaza. C'était une tradition que nous avions instaurée, une petite parenthèse enchantée dans nos vies grises. Léo riait, ses petits doigts gantés agrippant ma main. C'était un acte d'espoir, une quête de beauté et de réconfort dans un monde devenu si froid. Mais c'est là, sous les lumières féeriques, que la vérité, crue et implacable, a choisi de se révéler. Le vent soufflait froidement ce soir-là, fouettant nos joues tandis que Léo et moi nous tenions devant l'hôtel The Plaza. Les lumières de Noël de Paris scintillaient de mille feux, transformant la ville en un tableau irréel, d'une beauté presque douloureuse. Je me souviens avoir levé les yeux vers les fenêtres illuminées des appartements, cherchant une étincelle de chaleur, une image d'un bonheur simple, familial. Et c'est là, dans l'une des fenêtres du Penthouse, que mes yeux se sont figés, que le monde a basculé. Je l'ai vu. Marc. Mon mari. Mon cœur a fait un bond douloureux, puis s'est resserré d'une étreinte glaciale. Il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Clara, l'influenceuse dont les photos de mode inondaient les réseaux sociaux, une femme dont la beauté était aussi éclatante que lors de sa robe de soirée. Elle riait, un rire cristallin qui me parvenait même à travers le verre épais de la fenêtre, un rire d'une joie qui n'avait jamais été pour moi depuis si longtemps. Marc tenait une flûte de champagne, et il s'est penché vers elle, trop près, d'une intimité choquante. Leurs visages rayonnaient, noyés dans la chaleur et le luxe de ce monde qu'il m'avait caché. Pendant ce temps, moi, oublié et transi de froid, je serrais contre moi l'enfant que nous avions créé ensemble. Léo, dans mes bras, s'est agité. « Maman, papa arrive », a-t-il murmuré, sa voix fragile dans le vent. J'ai avalé difficilement ma salive, les mots se sont noués dans ma gorge. « Non, mon chéri, pas ce soir. » Et puis, comme dans un film dont j'étais la spectatrice impuissante, Clara a tourné la tête. Ses yeux, perçants, se sont posés directement sur moi, sur la femme épuisée que j'étais, debout seule sous la neige qui tombait. Au lieu de la honte, un sourire a effleuré ses lèvres, lent, triomphant, presque cruel. Elle a glissé sa main sur le bras de Marc, l'a embrassé délibérément, puis lui a murmuré quelque chose qui l'a fait rire encore plus fort. Ce rire, un rire plein et insouciant, je ne l'avais pas entendu de lui depuis des années. C'était la confirmation que ma vie, mon mariage, n'était qu'une façade, une illusion qu'il avait entretenue pour son propre bénéfice. Mes doigts se sont crispés sur le manteau de Léo. Quelque chose en moi s'est brisé irrévocablement ce soir-là, mais en même temps, quelque chose d'autre s'est éveillé, une voix calme et ferme au fond de ma poitrine. Elle m'a dit, pars ce soir, avant qu'il ne te détruise complètement. Un souffle de vent glacial a balayé mes cheveux. Je me suis détourné des lumières de l'hôtel, de cette trahison encadrée par la fenêtre du Penthouse,
et j'ai serré Léo plus fort dans mes bras. Je ne savais pas où j'allais, je n'avais pas d'argent, pas de famille, pas d'endroit sur qui m'attendait. Mais j'avais une vérité, plus forte que toute peur, je ne voulais pas élever mon enfant dans un foyer où l'amour était déjà mort. C'est ainsi que, la veille de Noël, Sophie a disparu dans la neige, sans un regard en arrière. Le vent glacial s'est engouffré sous mon manteau le moment même où nous avons quitté la place devant The Plaza, comme si la ville elle-même voulait me prévenir que la nuit ne ferait que s'assombrir. Paris brillait de ses mille feux de Noël, les vitrines habillées d'or, l'avenue des Champs-Élysées scintillante sous les guirlandes lumineuses, mais rien de tout cela ne me touchait. La beauté n'avait plus aucun sens quand la trahison résonnait encore à mes oreilles, une mélodie stridente et glaçante. Léo a frissonné, enfouissant son visage contre mon épaule. « Maman, on rentre à la maison », a-t-il murmuré, sa petite voix remplie d'un froid qui ne venait pas seulement de l'extérieur. Rentrer à la maison. Le mot m'a transpercé la poitrine. Notre appartement, ce n'était plus une maison. C'était une cage dorée, drapée de meubles coûteux que Marc avait toujours choisi lui-même. C'était un endroit où je marchais sur des œufs, où il utilisait le silence comme une arme et les rappels d'emploi du temps comme des entraves. Un lieu où même mon téléphone et ma carte bancaire étaient sous son contrôle absolu. « Oh non, mon chéri », ai-je chuchoté, ajustant sa petite veste pour le protéger du vent. « Nous allons quelque part en sécurité. » La sécurité, c'était un concept que je ne pouvais pas encore visualiser. Mes bottes s'enfonçaient dans la neige de plus en plus épaisse alors que nous traversions le jardin des Tuileries, puis remontions vers les rues plus animées. Les voitures sifflaient sur la gadoue, des inconnus pressés passaient devant nous, emmitouflés dans leurs manteaux de fête, serrant des sacs de courses et des tasses de café fumant, inconscients qu'une mère et son enfant fuyaient discrètement tout ce qu'ils connaissaient. Mes doigts étaient engourdis, mais je continuais à marcher, mu par l'instinct pur. Marc serait furieux quand il réaliserait que je n'étais pas à l'appartement. Il appellerait, il crierait, il m'ordonnerait de revenir. Sauf que mon téléphone, ma seule ligne avec le monde, était inutile. L'écran demandait le mot de passe que Marc avait changé. Il aimait avoir le contrôle sur chaque partie de ma vie. Et ce soir, ce contrôle me laissait sans moyen d'appeler un taxi, un ami, ou même les urgences si la respiration de Léo s'aggravait. Mon cœur s'est emballé. Léo a toussé de nouveau, un son sifflant qui a crispé tout mon corps. Là, accroche-toi, mon bébé. Maman est là. La neige devenait plus dense, tourbillonnant autour de nous comme un rideau. J'ai resserré mon étreinte sur Léo et nous avons continué à avancer, espérant atteindre des rues plus passantes. Peu importe où nous allions, n'importe où valait mieux que de rester immobile. Mon esprit rejouait l'image, je ne pouvais pas y échapper. Marc riant avec Clara, lui offrant du champagne comme si le réveillon de Noël était une célébration privée pour deux. Pas un jour destiné à la famille, pas une nuit faite pour la chaleur. Je me sentais stupide, invisible. Depuis combien de temps avait-il cessé de me voir? Depuis combien de temps m'étais-je convaincu que sa froideur était temporaire? Une rafale de vent soudaine a failli me déséquilibrer. Léo a gémi, et j'ai réalisé que nous ne pouvions plus errer dans le froid. Nous avions besoin d'un abri, de chaleur, d'aide. Mais Paris était immense, impitoyable, et je n'avais aucun plan, jusqu'à ce que des phares balaient mon visage. Un grand SUV sombre a ralenti à côté de nous. La vitre s'est abaissée. Sophie, a appelé une voix familière. Mon souffle s'est coupé. Gabriel, ai-je murmuré. Et pour la première fois de la nuit, une lueur d'espoir a vacillé. Les freins du SUV ont sifflé doucement alors qu'il s'arrêtait près du trottoir enneigé. J'ai cligné des yeux à travers le vent, essayant de comprendre si la voix que j'entendais était réelle ou juste une illusion désespérée créée par l'épuisement. Mais lorsque la portière passager s'est ouverte et que l'air chaud s'est répandu, je l'ai vu clairement. Gabriel, grand, stable, indéniablement familier, même après 10 ans. Il s'est avancé vers moi, des flocons de neige s'accrochant à ses cheveux sombres. Sophie, que fais-tu dehors avec Léo? Il gèle. Vous pourriez.
Mais il s'est arrêté au milieu de sa phrase lorsqu'il a vu le visage pâle de Léo pressé contre mon épaule. « Montez » a dit Gabriel. Pas d'hésitation, pas de question. Maintenant. Mes jambes ont tremblé de soulagement tandis qu'il me guidait dans le SUV chauffé. La chaleur semblait irréelle, comme si je pénétrais dans un autre monde après avoir été piégé trop longtemps dans la tempête. Léo a gémi doucement alors que Gabriel se penchait en arrière pour ajuster les bouches de chauffage vers lui. « Est-ce qu'il respire normalement ?» a demandé Gabriel, scannant déjà la couleur et la posture de l'enfant. J'ai secoué la tête, les larmes me piquant les yeux. Il tousse. Et il a dit que sa poitrine lui faisait mal. Je ne savais pas quoi faire. Mon téléphone, Marc m'en a bloqué l'accès. Je ne pouvais appeler personne. La mâchoire de Gabriel s'est contractée. D'accord, je vous emmène tous les deux à un grand hôpital de Manhattan. Il a besoin d'être examiné immédiatement. Puis il m'a regardé de nouveau, vraiment regardé, et sa voix s'est adoucie. Mais tu as froid aussi. Que s'est-il passé, Sophie? J'ai avalé difficilement. Mes lèvres tremblaient si fort que je pouvais à peine parler. C'est une longue histoire. Le SUV a rejoint la circulation, les lumières se reflétant sur le pare-brise tandis que l'éclat de Noël de la ville se fondait en traînées d'or et d'argent. Mais tu n'as pas à expliquer maintenant, a dit Gabriel doucement. Tiens juste Léo. Mais la vérité pressait contre mes côtes comme un poids. J'ai vu Marc, ai-je chuchoté. À The Plaza, avec une femme. Avec sa maîtresse. La veille de Noël. Ma voix s'est brisée. Il riait, buvait du champagne, et il ne s'est même pas soucié de savoir si nous étions dehors dans le froid. Les mains de Gabriel se sont serrées sur le volant. Pas agressivement, mais protectriquement. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Mais tu n'as jamais mérité ça. Personne ne m'avait dit ces mots depuis des années. Pendant un instant, j'ai senti ma gorge se nouer d'émotion. Léo a toussé de nouveau, et Gabriel a tendu une couverture depuis le siège arrière. Enveloppe-le avec ça. Nous sommes presque arrivés. La ville défilait à toute vitesse, les vitrines lumineuses, les arbres scintillants, les foules de vacanciers. Tout cela contrastait cruellement avec la peur qui montait dans ma poitrine. Je continuais à regarder le visage de Léo, le suppliant de rester éveillé, de rester au chaud, de rester avec moi. Lorsque le SUV a tourné vers l'entrée de l'hôpital, Gabriel s'est garé directement dans la zone d'urgence. « Je suis là », a-t-il dit en ouvrant ma portière. « Pour vous deux. » Et à ce moment-là, sous les lumières fluorescentes crues, avec la neige qui fondait dans mes cheveux, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas ressenti de toute la nuit. Je n'étais plus seul. Dans la zone d'urgence, tout s'est déroulé rapidement. Les infirmières se sont précipitées, les lumières chaudes ont remplacé l'obscurité glaciale de l'extérieur et les doux bips des machines ont empli l'air. Gabriel portait Léo dans ses bras tandis que je marchais à leur côté, mes jambes tremblantes d'épuisement et de peur. Sa respiration est superficielle, a appelé Gabriel à l'infirmière d'orientation. Possible bronchospasme induit par le froid. Préparez le service de pneumologie. L'infirmière a hoché la tête, nous guidant vers une chambre pédiatrique. Dès que Léo a été installé sur le lit, une équipe l'a entouré, attachant des moniteurs et des couvertures chauffantes. Je planais près du mur, terrifié de m'approcher trop, terrifié de détourner le regard. Madame, il est stable, m'a doucement rassuré l'une des infirmières. Nous le réchauffons. Son niveau d'oxygène répond bien. J'ai pressé une main tremblante sur mes lèvres. Pour la première fois depuis que j'avais quitté The Plaza, mon corps s'est affaissé de soulagement. Gabriel s'est approché. Il va s'en sortir, Sophie. Tu as fait ce qu'il fallait en l'amenant ici. Je me suis effondré sur une chaise, mes bottes trempées goûtant sur le sol en linoléum. Je ne savais pas où aller d'autre. Mais tu es venu exactement là où tu devais être, a dit Gabriel, tirant une autre chaise à mes côtés. Sa voix était calme, la même sérénité que je me souvenais de l'université.
La même sérénité qui m'avait jadis fait me sentir en sécurité sans que je ne comprenne pourquoi. Un silence s'est étiré entre nous, non pas gênant, mais lourd de choses inexprimées. Puis Gabriel a demandé doucement, « Que s'est-il vraiment passé ce soir, Sophie ?» J'ai fixé mes mains. Elles étaient rouges de froid, tremblantes légèrement. J'ai vu Marc avec elle, ai-je murmuré. Il n'a même pas fait semblant de se cacher. Et quand je lui ai envoyé un message, il m'a dit de ne pas gâcher sa soirée. Il n'a pas demandé où nous étions ni si nous étions en sécurité. J'ai cligné des yeux, me forçant à retenir les larmes. J'avais l'impression qu'il nous avait déjà effacés de sa vie. La mâchoire de Gabriel s'est contractée. Ce n'est pas seulement cruel, c'est dangereux. Avant que je ne puisse répondre, quelque chose a glissé de la poche de mon manteau et est tombé sur le sol. Une enveloppe froissée, de couleur crème et scellée. Gabriel l'a ramassée. C'est à toi. J'ai froncé les sourcils. Je ne me souviens pas avoir mis quoi que ce soit dans ma poche. J'ai retourné l'enveloppe. L'écriture a coupé mon souffle. C'était de ma mère, pas ma mère biologique, mais ma mère adoptive, celle qui m'avait élevé jusqu'à ses 17 ans avant qu'elle ne décède. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une courte lettre et un document plié. La lettre disait, « Sophie, ma fille, si la vie devient un jour trop lourde, va à l'endroit que je t'ai laissé. Cela te donnera des choix quand le monde ne t'en donnera aucun. » C'est un acte. J'ai déplié le document et j'ai haleté. Un acte de propriété dans le Vermont ? Gabriel, ai-je chuchoté. Mais qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ne m'a-t-elle jamais rien dit ? Il a étudié le document, les sourcils levés. Sophie, cette terre est réelle, et selon son emplacement, elle pourrait valoir quelque chose. Valoir quelque chose ? Deux mots auxquels je n'avais pas pensé depuis des années. Avant que je ne puisse dire un autre mot, une infirmière est revenue. Son oxygène se stabilise. Il demande à vous voir. Mon cœur s'est gonflé. Pour la première fois cette nuit, l'espoir ne semblait plus fragile. Il semblait possible. Lorsque je suis entré dans la chambre de Léo, les lumières étaient tamisées, créant une douce lueur. Les machines bourdonnaient doucement à ses côtés, réchauffant son petit corps sous des couches de couverture chauffantes. Ses joues, autrefois pâles et froides, commençaient à retrouver une légère couleur. « Maman » a-t-il murmuré, tendant une petite main vers moi. Je me suis précipité à son chevet et j'ai posé un baiser sur son front. « Je suis là, mon chéri. Tu es en sécurité. Maman ne va nulle part. » Gabriel se tenait au pied du lit, observant avec une attention douce. Il n'a pas interrompu, il n'a pas forcé. Il a simplement attendu, quelque chose que personne dans ma vie n'avait fait depuis très longtemps. Quand Léo s'est rendormi, je suis sorti de la chambre avec Gabriel. Le couloir semblait plus calme maintenant, le chaos des urgences s'estompant en un léger bourdonnement derrière nous. « Tu devrais t'asseoir » a dit Gabriel doucement. J'ai essayé de répondre, mais mes genoux ont fléchi. Gabriel m'a rattrapé par les épaules avant que je ne tombe, me guidant vers un banc le long du mur. « Tu es épuisé » a-t-il dit. « Tu as porté trop de choses. » Et c'est tout ce qu'il a fallu. Les larmes sont venues, silencieuses au début, puis tremblantes, puis incontrôlables. J'ai couvert mon visage de mes mains, tremblant tandis que des années d'émotions ravalées se déversaient. Gabriel s'est assis à mes côtés, mais n'a rien dit. Il a simplement posé une main ferme entre mes omoplates, la chaleur me réconfortant. Ça n'était pas censé être comme ça, ai-je enfin sangloté. Je pensais que si j'essayais plus fort, si je restais silencieuse et faisais tout ce que Marc voulait, peut-être qu'il reviendrait vers moi. Peut-être qu'il serait l'homme qu'il avait promis d'être. Les sourcils de Gabriel se sont froncés. Et Sophie, rien de tout cela n'est ta faute. N'est-ce pas, ai-je chuchoté. Il disait que je le retenais, que je n'étais pas assez attirante, que personne ne voudrait jamais de moi s'il partait. Gabriel a inspiré brusquement.
Le genre de souffle pris par quelqu'un qui essaie de ne pas montrer sa colère trop vite. Sophie, ce qu'il t'a dit, c'est de la manipulation émotionnelle. Cruel et complètement faux. Je l'ai regardé, les larmes brillant sur mes joues. Alors pourquoi cela me semble-t-il vrai? Parce que tu as survécu, tu n'as pas vécu, a-t-il dit. Et quelqu'un comme Marc s'assure que tu crois le pire de toi-même. C'est ainsi qu'il garde le contrôle. J'ai avalé difficilement. Je ne savais pas à quel point c'était grave avant ce soir. Ce qu'il a fait, a dit Gabriel avec précaution. Vous laisser, toi et Léo, dehors dans cette tempête, c'est de la négligence. C'est dangereux. Et honnêtement, c'est quelque chose qu'un tribunal n'ignorerait pas. Les mots m'ont surprise. Un tribunal. La garde. La réalité que j'avais été trop effrayé d'envisager. Mais Gabriel, je n'ai pas d'argent. Il contrôle tout. Je n'ai même pas accès à ma propre carte bancaire. Il a hoché la tête lentement. Alors nous trouverons quelqu'un qui pourra aider. Un avocat qui comprend les affaires comme celle-ci. Nous, ai-je chuchoté. Oui, a-t-il dit sans hésitation. Mais tu n'es plus seul là-dedans. Avant que je ne puisse répondre, une infirmière s'est approchée de nous. Il est de nouveau réveillé, a-t-elle dit. Et il demande sa maman. J'ai essuyé mes larmes, stabilisé ma respiration et je me suis levé. Cette fois, je suis retourné dans la chambre de Léo, non pas comme une femme brisée, mais comme une femme qui commençait à se reconstruire. Tandis que je m'asseyais près du lit d'hôpital de Léo, caressant ses cheveux pendant qu'il dormait paisiblement, une autre partie de Paris brillait d'une chaleur différente. Des lustres en cristal, de la musique jazz et la douceur artificielle de personnes prétendant que leur vie était parfaite. À l'intérieur du Penthouse de The Plaza, Marc s'est servi un autre verre de champagne. Enfin, a-t-il soupiré, se calant sur le canapé en velours à côté de Clara. Elle a cessé d'envoyer des messages. Clara a haussé un sourcil, faisant tourner son verre. Mais tu lui as dit que tu étais occupé. Elle devrait comprendre qu'un homme comme toi a des responsabilités. Marc a souri d'un air suffisant, complètement inconscient de la tempête qu'il avait déclenchée. Elle s'en remettra. Sophie s'en remet toujours. Mais son téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, pas avec le nom de Sophie. Une notification, une alerte bancaire. Marc a froncé les sourcils. Tentative d'accès refusée. Authentification requise. Clara s'est penchée. Et c'est quoi ça? Rien, a-t-il grommelé. Bien que l'agacement se soit glissé dans sa voix. Sophie a probablement essayé de consulter les comptes de nouveau. Elle sait qu'elle n'est pas censée le faire. Le sourire de Clara s'est affûté. Tu veux dire les comptes à son nom? Marc s'est raidi. Tu n'y connais rien. Mais Clara, elle, en savait plus qu'elle ne le révélait. Non pas parce que Marc lui avait dit, il n'était pas assez intelligent pour la prudence, mais parce que Clara enquêtait toujours sur ses amants dès qu'ils devenaient utiles. Elle avait des captures d'écran, des enregistrements et des photos prêts à être déployés dès qu'une relation cessait de lui être bénéfique. Pourtant, elle a rangé l'information comme une lame dans son sac. Le téléphone de Marc a vibré de nouveau. Cette fois, il a semblé préoccupé. Le compte scolaire de Léo. Contact d'urgence injoignable. Tentative de l'hôpital. Pas de réponse. Le sourire peint de Clara a légèrement flanché. Pourquoi l'hôpital essaierait-il de t'appeler? Le ventre de Marc s'est noué, juste un peu. Probablement une erreur. Un autre message. Votre conjoint a quitté la résidence partagée, impossible de livrer le colis. Marc a bondi du canapé. Elle a quitté l'appartement, a-t-il claqué. Clara a cligné des yeux. Et tu es surpris. Elle ne part jamais sans me prévenir. La voix de Clara est devenue moqueuse. Peut-être a-t-elle enfin réalisé que tu n'es pas le prix que tu penses être. Il a attrapé son manteau. Je rentre chez moi. Pourquoi faire,
a-t-elle dit en riant légèrement. Un appartement vide. Marc s'est figé à la porte. Pour la première fois de la nuit, il a ressenti quelque chose s'apparentant à la peur. Les femmes comme elles ne partent pas comme ça, a-t-il grommelé. Elle n'a pas d'argent, pas d'amis, pas d'endroit où aller. Clara a incliné la tête, l'étudiant avec un amusement froid. Peut-être l'as-tu sous-estimé. Marc n'a pas répondu. Il est sorti en claquant la porte du Penthouse derrière lui. La montée en ascenseur a semblé interminable. L'air était froid, et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, la culpabilité s'est glissée dans sa poitrine. Quand il a atteint l'appartement, les lumières étaient éteintes. La porte de la chambre de Léo était ouverte et vide. Le manteau de Sophie avait disparu. La couverture préférée de Léo manquait. Pour un homme qui croyait tout contrôler, le silence était terrifiant. Marc avait enfin réalisé que sa femme n'attendait plus. Elle était partie. Le silence est revenu après les pensées agitées de Marc, et j'ai senti le poids de ses révélations s'installer en moi. Ce qu'il m'avait dit de mon manque d'attractivité, de ma nullité sans lui, ce n'était pas la vérité. C'était le reflet de sa propre peur, de sa propre fragilité. Gabriel avait raison. Ce n'était pas de l'amour, mais de la manipulation, une construction minutieuse pour m'enfermer. Et ce soir de Noël, il avait franchi une ligne que même moi, avec toute ma patience et ma résignation, ne pouvais ignorer. La négligence de son fils, son comportement irresponsable, tout cela était exposé au grand jour, non par moi, mais par ses propres actions. Cette prise de conscience fut un choc, mais aussi une libération. Mon esprit était clair. Je ne retournerai pas dans cette cage. Je ne tolérerai plus cette destruction lente de mon être et de l'âme de mon enfant. Au même moment, alors que mon esprit s'éclaircissait, le téléphone que Gabriel avait pris à mon intention a vibré sur la petite table de la salle d'attente. Un numéro inconnu. Puis une alerte de message vocal. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Marc s'est déversée par le haut-parleur. Aigre, frénétique, froide. Sophie, réponds à ton téléphone. Je sais que tu es quelque part dans la ville. Il faut qu'on parle avant que ça ne tourne mal. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas un mari qui appelait. C'était un homme qui réalisait la seule chose qu'il craignait le plus. Perdre le contrôle. Le message vocal a pris fin, laissant l'appartement dans un silence lourd, suffocant. J'ai regardé le téléphone comme s'il allait sonner de nouveau, comme si Marc allait soudainement faire irruption par la porte, même si je savais qu'il n'avait aucune idée d'où j'étais. Pourtant, la peur s'est installée profondément dans ma poitrine. Gabriel m'a regardé attentivement. N'écoute pas ce message seul, a-t-il dit doucement. Laisse-moi écouter le prochain avec toi. Une autre vibration. Un autre message vocal. Je n'ai pas appuyé sur lecture cette fois. Au lieu de cela, j'ai murmuré, il a l'air différent. Différent comment, a demandé Gabriel. Effrayé, ai-je dit, mais pas pour nous, pour lui-même. Comme s'il avait peur que quelque chose lui échappe. J'ai avalé. Et c'est là qu'il est le plus dangereux. Gabriel a pris le téléphone de mes doigts et l'a posé. Sophie, concentre-toi sur ce qui est devant toi. Toi et Léo êtes en sécurité pour l'instant. C'est ce qui compte. En sécurité. Le mot semblait fragile, mais c'était déjà quelque chose. Gabriel s'est levé et s'est dirigé vers la petite table, sortant son ordinateur portable et un dossier en cuir usé. Nous devons cataloguer tout ce que tu as trouvé. Photos, documents, tout ce qui montre que Marc a falsifié ta signature. J'ai hésité. Est-ce que ça ne va pas le rendre encore plus en colère? Probablement, a dit Gabriel honnêtement. Mais sa colère n'est plus le problème. Ta protection l'est. Il a ouvert le dossier et m'a montré le logo en relief. Un cabinet d'avocats que je reconnaissais des reportages d'actualité. Un cabinet qui traitait des affaires familiales très médiatisées, des enquêtes sur la fraude et des litiges de garde. Mon cœur a bondi.
Je ne peux pas me le permettre. Comment? Tu ne paies rien, a dit Gabriel. Mon ami, mon meilleur ami, travaille pour ce cabinet. Je l'ai déjà appelé. Il a dit qu'il prendrait ton affaire pro bono jusqu'à ce que l'enquête soit stable. Je l'ai regardé, stupéfaite. Pourquoi ferait-il ça? Il ne me connaît même pas. Il n'a pas besoin de te connaître, a dit Gabriel. Il me connaît et il fait confiance à mon jugement. L'émotion est montée si vite dans ma gorge que j'ai dû cligner des yeux pour la retenir. Et Gabriel, je ne sais pas comment te remercier. Mais tu n'as pas à le faire, a-t-il dit simplement. Laisse-moi juste t'aider. Nous avons passé les 30 minutes suivantes à trier les documents, chaque signature falsifiée, chaque date qui ne correspondait pas, chaque erreur qui montrait la panique de Marc transparaissant dans sa tentative de contrôle. Gabriel a photographié chaque élément, téléchargeant les fichiers sur un lecteur sécurisé. Puis il s'est arrêté. Il y a autre chose que nous devrions examiner. Il a hoché la tête vers l'acte de propriété du Vermont posé sur la table basse. Cette terre, a dit Gabriel doucement, pourrait tout changer. Comment ça? Je ne comprends toujours pas, ai-je avoué. Pourquoi ma mère me laisserait-elle une chose pareille? Gabriel a hésité, puis a ouvert son ordinateur portable et a tapé rapidement. Parce que ce n'est pas juste un lopin de terre, Sophie. C'est juste à côté d'un site proposé pour une extension de projet d'énergie renouvelable. Si l'accord se concrétise, il a tourné l'écran vers moi, cela pourrait valoir plus que tu ne le penses. Combien de plus, ai-je chuchoté. Il a soutenu mon regard. Suffisamment pour te donner une vie entièrement nouvelle. Suffisamment pour s'assurer que Marc n'ait plus jamais d'influence sur toi. Avant que je ne puisse absorber le poids de ces mots, mon téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, un message texte. Je viens te trouver. Nous n'avons pas fini. Marc. Gabriel a lu la peur dans mes yeux. Sophie, a-t-il dit fermement. Il perd le contrôle, il n'en gagne pas. Et nous allons garder une longueur d'avance sur lui. Je te le promets. Pour la première fois, la peur ne m'a pas englouti entièrement, car quelqu'un se tenait enfin entre moi et la tempête. Si vous m'écoutez encore à ce stade, je vous prie de bien vouloir commenter le numéro ainsi ci-dessous, afin que je sache que des amis m'accompagnent toujours dans ce voyage. Votre présence est le plus grand encouragement pour que je puisse raconter la dernière partie de mon histoire. Alors que le matin s'annonçait sur Paris, peignant l'horizon de teintes dorées et assourdies, l'hôpital retrouvait son calme. Le chaos de la nuit s'était estompé pour laisser place à des pas feutrés et à des annonces lointaines. Je m'assis auprès du lit de Léo, mes doigts effleurant son bras tandis qu'il dormait paisiblement sous des couvertures chaudes. Gabriel revint avec une tasse de thé fumant qu'il déposa à mes côtés. « Tu devrais boire quelque chose, dit-il doucement. J'acquiesçai, bien que je me sentisse à peine présente. Le poids de la nuit pesait encore lourdement sur ma poitrine. Gabriel tira une chaise. J'ai parlé à l'équipe respiratoire. Léo réagit bien. Quelques heures de surveillance et il ira mieux. Un soulagement m'envahit de nouveau, cette fois plus profond, plus stable. Pendant un instant, un silence s'installa entre nous, non pas inconfortable, mais empreint de réflexion. Puis Gabriel me dit, « Sophie, j'ai quelque chose d'important à te demander, et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. » Je me tendis légèrement. « D'accord. » La lettre. La propriété dans le Vermont. Sa voix resta douce, mais son regard était ferme. Marc est-il au courant? Mon souffle se coupa. La question toucha une corde sensible que je n'attendais pas. Non, chuchotai-je. Il ne l'est pas. Il pense que je n'ai rien. Il s'en est assuré. Que veux-tu dire? J'hésitais. Puis la vérité se déversa. Marc contrôle tout. Ma carte bancaire, mon téléphone, mes mots de passe, même mon emploi du temps. Il a toujours dit que c'était pour mon bien, pour que je n'aie à me soucier de rien. J'expirai avec un tremblement.
Mais en réalité, cela me maintenait dépendante, piégée. L'expression de Gabrielle se durcit, non pas de jugement envers moi, mais de colère envers l'homme qui avait bâti ma cage. Ce n'est pas de la protection, Sophie, dit-il doucement. C'est du contrôle et de l'abus. Ma gorge se serra. Personne ne l'avait jamais dit aussi clairement. Il se mettait en colère si je posais des questions sur nos finances, continuai-je. Et quand les choses tournaient mal pour lui au travail, il me blâmait. Disait que je ne le soutenais pas assez. Disait que je le faisais paraître faible. Ma voix trembla. Je l'ai cru pendant des années. Gabrielle se pencha en avant. Sophie, écoute-moi. Son ton s'adoucit, m'ancrant. Ce qu'il t'a fait n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Et ce soir, vous laissez, toi et Léo, dans le froid. C'est de la négligence. C'est dangereux. Et c'est quelque chose que les tribunaux prennent très au sérieux. Mon souffle s'arrêta. Je n'étais pas prête à penser aux tribunaux, aux batailles de garde, aux avocats, mais je savais aussi que Gabriel n'exagérait pas. Penses-tu qu'il va nous chercher, chuchotai-je. Oui, dit Gabriel sans hésitation. Il le fera. Non pas parce qu'il s'inquiète, mais parce qu'il déteste perdre le contrôle. Il marqua une pause. Et parce qu'il ne peut pas se permettre un scandale. Une froide réalisation me glaça les os. Et s'il découvre la propriété du Vermont, murmurai-je. Il ne le fera pas, dit Gabriel fermement. Pas tant que tu ne te seras pas protégé. Cette terre pourrait être le premier véritable levier que tu aies eu depuis des années. Avant que je ne puisse répondre, Léo s'agita dans son sommeil. Je tendis la main instinctivement. Gabriel se leva. Tu n'es plus seul, dit-il doucement. Je t'aiderai à traverser ça. Quoi qu'il arrive ensuite. Et pour la première fois, je le crus. En fin de matinée, la neige avait cessé de tomber, laissant Paris enveloppé d'un manteau blanc silencieux. L'hôpital me laissa sortir avec Léo, muni de médicaments et d'instructions strictes pour le garder au chaud pendant 48 heures. Je le portais avec précaution à travers le hall, son petit corps emmitouflé dans une couverture que Gabriel avait apportée de sa voiture. « Où vas-tu maintenant » demanda Gabriel tandis qu'il marchait à mes côtés. La question me frappa durement, non pas que je ne l'avais pas envisagée, mais parce que je l'avais fait. Et chaque réponse me terrifiait. Je n'avais pas de maison où retourner en toute sécurité, pas d'argent, plus de famille à appeler. Je ne sais pas, avouai-je. Je ne peux pas retourner à l'appartement. Marc sera furieux. Et s'il me voit avec Léo, je ne sais pas ce qu'il fera. Gabriel hocha la tête, non pas avec jugement, mais avec une compréhension silencieuse. Alors tu n'y retournes pas. Mon souffle trembla. Je n'ai nulle part d'autre. Tu as maintenant, dit-il simplement. Il me conduisit à son SUV, ouvrit la portière et m'aida à installer Léo à l'arrière. Le froid me mordit les joues tandis que je le regardais faire le tour jusqu'au siège conducteur. Où allons-nous ? demandai-je une fois qu'il eut démarré le moteur. Chez une amie, dit Gabriel. C'est une avocate. Elle possède un appartement libre dans l'Upper West Side. Elle est partie en vacances pour les fêtes et l'a proposé à quiconque pourrait en avoir besoin. Je clignai des yeux, stupéfaite. Gabriel, tu n'aurais pas dû te donner tout ce mal. Son regard me transperça. Sophie, tu as traversé une tempête de neige avec ton enfant parce que tu n'avais personne d'autre. Laisse-moi être quelqu'un qui aide. La sincérité de sa voix me serra la poitrine. Le trajet vers le Upper West Side fut plus calme que le voyage frénétique à l'hôpital. Les foules de Noël étaient dehors, les lumières scintillaient à chaque coin de rue, les enfants riaient en traînant des luges dans la gadoue. Cela semblait surréaliste, comme si toute la ville célébrait tandis que mon monde était en 1000 morceaux. Arrivé à l'immeuble, Gabriel m'aida à porter Léo à l'étage. L'appartement à l'intérieur était petit mais chaleureux, avec des murs beige doux et un canapé recouvert de plaid tricoté. Une seule lampe brillait près de la fenêtre, rendant l'espace inopinément sûr.
C'est magnifique, chuchotai je. C'est le tien pour l'instant, dit Gabriel. Personne ne sait que tu es ici. Tu peux te reposer. Je déposai Léo sur le canapé et l'embrassai sur le front. L'épuisement des 24 dernières heures me rattrapa enfin. Le froid, la peur, le chagrin s'abattaient sur moi d'un seul coup. Puis Gabriel tendit quelque chose que je n'attendais pas. Mon sac à main, ma carte d'identité, un nouveau téléphone prépayé. Je les ai récupérés dans la boîte des objets trouvés de l'hôpital. Il garde les articles d'urgence pour les patients qui ne peuvent pas attendre des remplacements. Il sourit légèrement. Tu auras besoin d'un moyen de rester connecté par toi-même. Je pris le téléphone lentement, submergé. Gabriel, pourquoi fais-tu tout cela pour nous? Il rencontra mon regard, stable et inébranlable. Parce que quelqu'un aurait dû être là pour toi bien avant ce soir, et parce que je ne te laisserai pas affronter tout cela seul. Pour la première fois depuis des années, j'expirais sans peur. Marc n'avait pas dormi, non pas parce qu'il s'inquiétait pour Sophie et Léo, mais parce que son monde, le monde qu'il contrôlait d'une main de fer, était soudainement plein de fissures. Son appartement semblait étrange dès qu'il y était entré. Trop silencieux, trop immobile, trop vide. Il a fouillé les pièces, ouvrant les placards, vérifiant les tiroirs, les appelant par leur nom, non pas par amour, mais par incrédulité que quelqu'un qu'il considérait impuissant lui ait échappé. « Et Sophie, Léo » a-t-il crié, sa voix résonnant dans les hauts plafonds. Personne n'a répondu. Sa colère a monté comme une fièvre. Elle l'a quitté. Elle l'a vraiment quitté. Et pire encore, elle l'a fait sans permission. Il a attrapé son téléphone et a composé son numéro, tombant directement sur la messagerie vocale. « Tu te moques de moi » a-t-il claqué. Il a réessayé. Rien. Puis est venue la montée de peur qu'il ne voulait pas reconnaître. Et si elle avait parlé à quelqu'un? Et si elle avait parlé à quelqu'un des comptes? De l'argent qu'il avait emprunté en son nom? Non, elle ne ferait pas ça. Elle était trop timide, trop dépendante, trop naïve. Sauf qu'elle n'était plus là. Marc a fait les 100 pas dans le salon, tirant sur ses cheveux. Il fallait qu'il la trouve vite. Il a appelé la meilleure amie de Sophie d'il y a des années, une femme à qui elle n'avait pas parlé depuis le mariage. Pas de réponse. Il a appelé son ancien travail. Messagerie vocale. Il a vérifié les caméras de l'immeuble. Les images montraient Sophie quittant l'immeuble avec Léo dans les bras, s'engageant dans la tempête sans regarder en arrière. Un nœud s'est tordu dans sa poitrine. Pas de culpabilité, mais de la peur. Mais son téléphone a vibré. « Clara, tu es rentrée? Tu es partie sans dire au revoir. » Il l'a ignoré. Un autre message est apparu. « Clara, tu devrais consulter les nouvelles. Les gens parlent. » Qu'est-ce que c'est que ça? Il a ouvert le lien. Une page de Potin avait posté une photo prise depuis la fenêtre du bar de The Plaza. Marc et Clara, proches, champagne à la main. Quelqu'un l'avait légendé, amant de Noël. Marc a juré entre ses dents. C'était mauvais. Vraiment mauvais. Si les investisseurs voyaient ça, si les clients voyaient ça, son téléphone a vibré de nouveau, cette fois de son chef des relations publiques. Nous devons parler dès que possible. Ton image d'homme de famille est en train de se briser. Le ventre de Marc s'est effondré. Non, non, non. C'était censé être discret, a-t-il grommelé. Puis un autre coup est tombé. Une notification de l'application scolaire de Léo. Contact d'urgence. Injoignable. L'hôpital a essayé de vous joindre. Veuillez répondre. Il s'est figé. L'hôpital. Le mot lui a coupé le souffle. Léo était-il blessé? Sophie était-elle blessée? Il a composé le numéro principal de l'hôpital, mais il ne pouvait pas partager d'informations sur les patients. Loi sur la confidentialité. Ils lui ont dit que quelqu'un avec son numéro avait été contacté plus tôt et n'avait pas répondu.
Il a raccroché le téléphone avec force. Elle a emmené l'enfant à l'hôpital. Pourquoi? Quelque chose s'est-il passé? Pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé? Puis la réalité s'est imposée. Parce qu'elle ne pouvait pas. Parce qu'il l'avait bloqué de son propre téléphone. Un frisson a parcouru son dos. Pour la première fois, il a réalisé que Sophie n'était peut-être pas seulement partie. Elle était peut-être finie avec lui. Et si elle parlait à quelqu'un, n'importe qui, de ses secrets, toute sa vie pourrait partir en fumée. Marc a attrapé ses clés. Il ne s'inquiétait pas pour sa femme. Il s'inquiétait de perdre le contrôle. La semaine suivante fut un tourbillon d'émotions. L'appartement que Gabriel m'avait trouvé dans l'Upper West Side était un havre fragile, chaud, silencieux et niché loin du bruit incessant de Paris. Après avoir installé Léo dans la chambre, avec un humidificateur qui bourdonnait doucement à ses côtés, j'ai enfin pu expirer. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas surveillé. Je n'étais pas chronométré. Je n'étais pas mesuré sur la rapidité de ma réponse aux exigences de Marc. Mais la paix n'a pas duré longtemps. En cherchant les médicaments de Léo dans mon sac à main, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. Une petite pochette zippée que Marc insistait pour que j'utilise pour les documents importants. Il prétendait que c'était pour me garder organisé. En vérité, cela m'empêchait de regarder de trop près. Mon souffle s'est coupé quand j'ai sorti une pile de papiers, froissés, estampillés, certains partiellement déchirés. Je ne m'attendais à rien de dangereux. Mais en feuilletant les documents, la couleur a quitté mon visage. Mon nom, ma signature, mon numéro de sécurité sociale, tous attachés à des contrats que je n'avais jamais vus auparavant. Autorisation d'emprunteur, ai-je chuchoté. Gabriel, qui était en train de ranger la vaisselle dans la cuisine, a entendu le tremblement dans ma voix. Et Sophie, a-t-il dit en s'approchant. Et qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ma voix s'est brisée. Et ces papiers, ils disent que j'ai contracté un prêt. Un énorme, mais je n'ai jamais rien signé. Gabriel a pris les documents doucement de mes mains. Tandis qu'il parcourait chaque page, son expression s'est durcie à chaque ligne qu'il lisait. Et Sophie, a-t-il dit prudemment, ce ne sont pas seulement des papiers personnels. Ce sont des contrats financiers. À taux d'intérêt élevé. Et les signatures, il a tenu une page à la lumière, elles sont falsifiées. Mon cœur s'est arrêté. Marc, ai-je chuchoté. Il n'y a personne d'autre qui aurait pu faire ça, a dit Gabriel. Et si ces documents ont été déposés à la banque, cela signifie qu'il a utilisé ton identité pour emprunter de l'argent illégalement. Mes genoux ont fléchi. Je me suis effondré sur le canapé, serrant un coussin pour empêcher mes mains de trembler. Il disait qu'il était stressé, ai-je murmuré. Il disait que les affaires étaient lentes. Je pensais qu'il parlait de problèmes commerciaux normaux. Je ne savais pas qu'il m'entraînerait dans quelque chose comme ça. Gabriel s'est agenouillé devant moi, sa voix ferme mais rassurante. Sophie, écoute-moi. C'est grave, mais c'est aussi un levier. Les tribunaux ne voient pas d'un bon œil les conjoints qui commettent des fraudes, surtout quand cela met leur partenaire en danger. Un levier? Je ne veux pas de levier, ai-je chuchoté. Je veux protéger Léo. Et tu le feras, a dit Gabriel. Mais tu ne peux pas le protéger si Marc détient tout le pouvoir. Ces documents changent la donne. Mon souffle a tremblé. Et si Marc découvre que j'ai ça? Il ne le fera pas, a dit Gabriel rapidement. Pas avant que tu ne sois prête. Pas avant que tu n'aies une protection juridique. Au lendemain de l'audience sur la garde de Léo, Paris s'éveilla à une nouvelle réalité, une réalité brutale pour Marc. Le monde qu'il avait si méticuleusement construit autour de son image d'homme d'affaires respecté et de père de famille modèle s'effritait à vue d'œil, et je ne pouvais qu'observer, comme on regarde une construction s'écrouler au loin. La vidéo de Clara, celle qu'elle avait si astucieusement filmée devant notre immeuble, avait inondé les réseaux sociaux, puis les chaînes d'information en continu.
Les gros titres s'étalaient en une des journaux, affaire Marc Marlot, fraude et adultère sous les projecteurs de Noël, l'homme d'affaires parisien accusé de fraude identitaire. Les commentaires se multipliaient, les moqueries fusaient, l'indignation grandissait. Les mêmes personnes qui avaient applaudi Marc, qui s'étaient pressées à ses réceptions, se détournaient maintenant avec un dégoût ostentatoire. Les investisseurs commencèrent à retirer leurs fonds, les banques signalèrent des irrégularités dans ses comptes, et l'enquête officielle pour fraude débuta. Chaque jour apportait son lot de mauvaises nouvelles pour lui, chaque alerte sur mon nouveau téléphone prépayé, discrètement acheté par Gabriel pour moi, n'était qu'un écho de sa chute inévitable. Je ne ressentais ni joie, ni triomphe. Juste une compréhension sereine, presque détachée, que la justice, ou du moins les conséquences naturelles, étaient à l'œuvre. Ce n'était pas ma vengeance, c'était le reflux d'un système qu'il avait lui-même corrompu, et qu'il ne pouvait plus contrôler. Le karma, disaient certains, je pensais simplement que la vérité avait son propre chemin, qu'elle finit toujours par trouver la lumière, même la plus aveuglante. Son monde, si rigide, si basé sur l'apparence, ne pouvait supporter l'ombre des faits. Durant cette période, mon attention s'est totalement détournée de Marc pour se fixer sur l'avenir, sur notre avenir à Léo et à moi. Je suis retourné à l'appartement, non pas comme une prisonnière libérée mais comme une stratège, une personne qui reprenait possession de ce qui lui était dû pour mieux le laisser derrière elle. Le tribunal m'avait accordé l'usage exclusif temporaire, mais je savais que ce n'était qu'une étape. Chaque meuble, chaque tableau qu'il avait choisi avec tant de soin, me semblait froid, étranger. Je n'y voyais plus les vestiges de notre vie, mais les marques d'une prison dorée dont j'avais maintenant la clé. Gabriel, toujours présent, toujours discret, continuait d'être mon rocher. Il m'apportait des nouvelles du front juridique, mais aussi des perspectives, de l'espoir. Il m'a rappelé le document que j'avais découvert, l'acte de propriété de ma mère adoptive dans le Vermont. Au début, je n'avais pas saisi l'ampleur de ce legs. C'était juste un bout de terre, un souvenir lointain. Mais Gabriel, avec son sens aigu de l'observation et sa curiosité, avait fait des recherches. Il m'a expliqué que cette parcelle, nichée dans les montagnes verdoyantes du Vermont, se trouvait à un emplacement stratégique, jouxtant un site proposé pour un vaste projet d'énergie renouvelable. Et Sophie, m'a-t-il dit un soir, son regard calme et rempli d'une promesse, cette terre, si le projet se concrétise, pourrait valoir des millions d'euros. Plusieurs millions d'euros, peut-être davantage. Cela pourrait te donner une véritable indépendance. Ces mots ont résonné en moi avec une force inouïe. Des millions d'euros. Non pas une fortune pour l'opulence, mais une promesse de sécurité, de liberté, une garantie pour l'avenir de Léo. Je n'avais jamais cherché la richesse matérielle, mais l'idée d'une véritable autonomie financière, de ne plus jamais dépendre de quiconque, de ne plus être une simple annexe dans la vie d'un homme, me remplissait d'une douce euphorie. Ce n'était pas Marc qui me donnait cela, mais une femme, ma mère adoptive, qui, même après sa mort, continuait de veiller sur moi, m'offrant un choix quand Marc avait tout fait pour me les retirer. Mon esprit s'est mis à visualiser les collines ondulantes du Vermont, l'air pur, le silence, une toile vierge où je pourrais peindre ma propre vie, loin des paillettes trompeuses de Paris. La présence de Gabriel, son soutien inconditionnel et désintéressé, était une force tranquille qui manquerait. Il ne me disait pas quoi faire, il me présentait les options, me faisait prendre conscience de ma propre puissance. Et quand les autorités, la police financière, m'ont contacté pour ma coopération dans l'enquête sur la fraude de Marc, je n'ai plus ressenti de peur. J'ai fourni les documents que j'avais trouvés, les signatures falsifiées, les preuves de son contrôle. Je n'étais plus la femme silencieuse, terrorisée, mais une partenaire dans la quête de justice, consciente que mes actions, mes paroles, étaient importantes, et qu'elles me protégeaient. Je n'étais plus une victime, mais une survivante qui traçait son propre chemin, vers une aube nouvelle. Que pensez-vous de la décision de Sophie? Auriez-vous agi différemment à sa place? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires, je les lis toujours attentivement, chaque mot est important pour moi. Si ce récit vous a touché ou fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de le partager avec ceux qui,
selon vous, en serait également ému, et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage, et qui sait, la prochaine fois, ce sera peut-être vous l'âme qui nous inspirera. Cette histoire est fictive, et les actions présentées ne doivent pas être reproduites dans la vie réelle, regardez-la comme une réflexion sur les relations humaines.